75% de KO en moyenne par combat, des commotions cérébrales sur chaque coup, une force de frappe équivalente à une voiture lancée à 50 km/h et 4 minutes de moins en moyenne par combat, voilà ce qui se passe lorsqu'on enferme deux monstres de 120 kg dans une cage. Ça donne des combats spectaculaires, imprévisibles, où tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Et c'est pour cette raison que la catégorie des poids lourds était pendant longtemps la plus médiatisée de l'UFC. Mais dans les premiers affrontements de l'organisation, il n'y avait aucune catégorie. Donc ces monstres pouvaient se battre avec des gabarits de 70 kg. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le chaos des premiers combats, le poids semble être une caractéristique secondaire tant la différence de niveau entre les combattants était importante. Mais au fur et à mesure du développement du sport, les combattants les plus lourds avaient un avantage significatif et ont rapidement eu le monopole sur l'organisation. En plus, l'UFC a pour but de se démocratiser et surtout d'avoir l'autorisation d'être diffusé à la télé américaine. Car je le rappelle, on est encore qu'en 1993 et à part les fans hardcore, personne ne connaît le MMA. Donc l'UFC doit montrer patte blanche et s'adoucir aux yeux du grand public. Elle introduit alors en 1997 les catégories de poids. Mais à l'époque c'était très simple, il n'y avait que deux catégories, soit tu fais plus de 91 kg, tu es un poids lourd, soit t'en fais moins et dans ce cas t'es un poids léger. Et en gros que tu fasses 91 kg tout rond ou 200 kg, ça ne change rien aux yeux de l'UFC. Ils veulent se démocratiser mais pas trop non plus. Et naturellement, il faut un nouveau champion pour cette nouvelle catégorie. Et ça va se passer le 7 février 1997 en Alabama devant 3000 spectateurs. Ce qui aujourd'hui serait un flop total, mais à l'époque, c'est une vraie réussite. Et ce titre est désiré parce que beaucoup de combattants le veulent. Mais les prétendants sélectionnés pour un combat pour le titre sont d'un côté Mark Coleman, alors en 5-0 avec un style de lutteur, et de l'autre Dan Severn en 12-2 qui représente l'expérience et la discipline. Et en voyant le physique des deux combattants, on comprend directement qu'à l'époque, les tests antidopage étaient vraiment le dernier de leurs soucis. Et c'est grâce à cette puissance démesurée que Mark Coleman va littéralement rattraper son adversaire et lui tordre la nuque pour le faire abandonner. Mais bien que cette victoire marque l'histoire des poids lourds, il ne restera pas champion pendant très longtemps. Le sport était encore en constante évolution, et c'est un striker spécialisé en kickboxing qui lui prendra son titre 5 mois plus tard lors de l'UFC 14. Dès que le combat commence, Mark Coleman joue de sa puissance pour l'emmener au sol et le contrôler. Et pendant 15 minutes, le combat va se passer au sol avec presque aucune action. Mais quand Maurice se relève, Coleman est complètement mort. Il arrive à peine à tenir debout, rien que tenir sa garde est un supplice. Maurice prend alors l'avantage, mais n'arrive pas à finaliser le combat, il remportera la victoire par décision. A l'époque, on peut pas dire que le MMA était un sport très technique, et il suffit de voir la plupart de leur entraînement. Ils se tapent dessus avec des petits gants d'MMA, des protèges tibias pas du tout adaptés à l'entraînement, c'est pas pour rien qu'il y avait autant de blessures. Et même aujourd'hui, beaucoup s'entraînent encore de cette manière. Et moi le premier, parce que quand j'ai commencé la boxe, je voulais faire des économies, et j'ai pris des gants de boxe de mauvaise qualité. Et à cause de ça, aujourd'hui j'ai un problème à la main au niveau de la zone de frappe qui me procure une douleur quand je m'entraîne trop intensément. Un exemple très simple, ça ce sont pas des gants d'entraînement de MMA. Des gants d'entraînement de MMA, ça ressemble à ça, et on les reconnaît parce qu'il y a énormément de protection sur le dessus de la main. Et ça permet non seulement de vous protéger vous, mais aussi votre partenaire. Et ces gants ils sont fabriqués 100% en cuir avec un excellent maintien du poignet, une couverture de la seconde zone de frappe et de nombreuses protections additionnelles comme des protections au niveau du pouce, des protections à l'arrière de la main et un maintien très fort au niveau du poignet. Et c'est disponible sur mayhem-projet.fr. Et si tu veux tester et voir par toi-même la différence avec des bons équipements, tu peux commander sur le site internet. T'as 14 jours pour changer d'avis si jamais les équipements ne te plaisent pas. En plus de ça, on a tellement confiance dans la qualité de nos équipements qu'on a mis une garantie qualité de 3 mois sur tous les équipements du site internet. Et tous ces équipements ils sont parfaits pour les débutants ou les combattants expérimentés. Donc si t'as envie de t'entraîner intelligemment et passer au niveau supérieur, ou alors que t'as envie de débuter dans les bonnes conditions, va sur mon site internet, il est disponible dans la bio et dans le commentaire épinglé, et achète une paire en toute confiance. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction si vous passez par le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc à l'époque, on peut pas dire que le MMA était un sport très technique, et c'est d'autant plus vrai pour les poids lourds. C'est plus une compétition de physique, et les contrôles antidopage sont loin d'être la préoccupation principale de nos combattants poids lourds. C'est donc le concours à celui qui sera le plus énorme. Donc on va rentrer dans ce que j'appelle l'ère des monstres. Et si on devrait définir ce que c'est assez simple. Tout d'abord, ce sont des combattants impressionnants. Les champions font rarement moins de 120 kg. Une puissance démesurée, et les combats vont très rarement à la décision. Ce sont soit des strikers puissants, soit des grappleurs. Et ça commence avec le nouveau challenger au titre, Randy Couture. Son style de combat est assez simple, c'est d'attraper son adversaire, le plaquer au sol pour qu'il ne bouge plus, puis le marteler avec une puissance inouïe. Et ça, il va le faire pendant absolument tout son combat pour le titre. Et vu qu'ils sont tous sous sauce magique, c'est un vrai enfer de s'en sortir. Donc il va remporter son combat contre Maurice et repartir avec la ceinture. Mais cette ère des monstres va réellement commencer avec Tim Sylvia, un colosse de 2,03 m pour 120 kg, avec une allonge énorme et une force de frappe impressionnante. Il va violemment s'imposer comme champion heavyweight en 2006.
2003. Malheureusement, il se fait tester positif au contrôle antidopage et laisse le titre vacant moins d'1 mois plus tard. Un an plus tard, il est de retour pour regagner son titre de champion du monde. Et s'il y a une rivalité qui devait symboliser cette ère des monstres, c'est bien celle-ci. Parce que son adversaire est un combattant redoutable, issu du sambo, donc très complet. Et sa domination va se confirmer lors du très attendu UFC 51. Parce que dès le début de la rencontre, Arlovski va montrer sa supériorité en striking en envoyant Silvia au tapis avec un puissant crochet du droit. Puis il termine le combat en verrouillant une clé de cheville qui forcera Silvia à taper en seulement 47 secondes. Grâce à cette victoire écrasante, il semble imbattable et est le combattant le plus craint de la catégorie. Mais une victoire aussi expéditive appelle naturellement une revanche. Team Silvia veut prouver qu'il peut le battre et travaille sur chacune de ses faiblesses et arrive surtout dans le combat avec un game plan bien ficelé. Abuser de sa portée pour neutraliser Arlovski. Quand le combat démarre, les deux adversaires se jaugent. Silvia semble trouver sa distance et Arlovski peine à rentrer. Jusqu'à la 3e minute du combat où tout va s'accélérer. Arlovski explose et touche Tim qui fait l'ascenseur. Il sent que la victoire n'est pas loin et il se précipite alors pour terminer le combat. Mais Tim est résilient, il serre les dents et dans le chaos parvient à se relever et lance un uppercut dévastateur qui à son tour va faire tomber Arlovski. Ce combat choque les fans. Arlovski semblait invincible. Mais aussi impressionnant sur cette victoire, elle n'enterre pas la rivalité parce que maintenant les deux combattants sont à 1 partout. Les enjeux sont lourds et les combattants le savent parce que le vainqueur ne repartira pas seulement avec la ceinture, mais le titre du véritable roi des poids lourds. Team Silvia veut prouver que sa dernière victoire n'était pas de la chance et Arlovski veut effacer sa dernière défaite embarrassante par KO. Le public est survolté et lorsque le combat commence, la tension est palpable. Mais cette pression va écraser les deux combattants qui vont offrir un combat bien moins spectaculaire que les deux premiers. Et même s'il y a quelques actions spectaculaires, aucun des deux combattants ne prend trop de risques. Au terme des 5 rounds, les juges rendent une décision unanime en faveur de Silvia, le plaçant comme le meilleur poids lourd de l'époque et mettant fin définitivement au débat. Mais cette victoire marque le début de la fin de l'ère des monstres, parce qu'un nouveau style est en pleine émergence et ce combat a laissé paraître énormément de faiblesses, dont le manque de cardio évident et une certaine prévisibilité. Et un homme en particulier va capitaliser sur ses défauts, c'est Randy Couture. Un vétéran avec beaucoup d'expérience et lui sort de la catégorie des mi-lourds, donc un combattant bien moins imposant. Et lorsqu'il voit cette opportunité stratégique de battre le champion, il sort de sa retraite pour une grosse préparation en vue d'un combat pour le titre. Sauf que la différence de poids est énorme. Silvia fait 120 kg et est dans son prime et paraît invincible avec son allonge démesurée, tandis que Randy lui ne fait que 93 kg. La différence est phénoménale, mais dès les premières secondes, Couture envoie un overhand. Fidèle à lui-même, Tim ne lâche rien et parvient à rester dans le combat, mais pendant les 5 rounds suivants, Couture va appliquer sa stratégie parfaite. Il utilise lutte et clinch pour éviter la portée de Silvia et est constamment en mouvement. I mean, Tim's avoiding the kicks. Another right hand by Randy. To the side. I'm surprised Tim isn't making the clinch. He's going to try to take it. He's got him again. Et grâce à son intelligence de combat, il parvient à remporter la victoire par décision unanime des juges et devient champion poids lourd à 43 ans, marquant la fin de l'ère des monstres en prouvant que la technique, l'endurance et l'intelligence est plus important que la puissance brute. À ce moment, les styles de combat évoluent. On va voir beaucoup plus de styles différents et variés et surtout des stratégies plus élaborées. Mais un ovni va faire l'apparition dans cette ligue. Et comme vous le savez très bien, à l'UFC quand on a beaucoup de popularité, on a tous les passe-droits. Brock Lesnar est un ancien lutteur de haut niveau, mais surtout une superstar de la WWE. Donc il arrive un peu nulle part à l'UFC comme une figure médiatique massive et va transformer le sport en attirant un nouveau public. Il obtient un combat pour le titre face à Couture, et il le détrônera avec un TKO brutal dans le premier round. Et à ce moment, l'UFC va atteindre son pic de popularité dans un des événements les plus emblématiques, l'UFC 100 à Las Vegas. Grâce à cette soirée, l'UFC va prouver pour la première fois qu'il peut rivaliser avec les autres sports, parce qu'il va réaliser un total de 1,3 million de ventes de pay-per-view, un record pour l'époque. C'est l'heure du main event. Le public est en ébullition et la tension est palpable. Brock Lesnar veut prouver au monde entier qu'il n'est pas qu'une superstar médiatique, propulsé sur les sommets de l'UFC grâce à sa notoriété, mais qu'il est bel et bien le meilleur combattant du monde. Quant à Frank Mir, il veut se placer en tant que légende et remporter une victoire, là où tout le monde espère qu'il perde. En plus de ça, le combat est une opposition de style classique. Brock est un lutteur puissant, tandis que Frank Mir est un expert du grappling très technique. Le début de combat est explosif, et Lesnar casse rapidement la distance et réussit un takedown dans le début du combat. Une fois au sol, il travaille et envoie beaucoup de frappes lourdes. Frank Mir cherche à prendre le moins de coups possible tout en cherchant une ouverture pour une soumission en vain. Et même si Mir a eu un sursaut dans le début du deuxième round, Lesnar arrive à terminer le combat sur une accélération violente en ground and pound, consolidant son statut de superstar de poids lourd. Mais un homme va redéfinir ce qu'on pensait être un champion poids lourd.
Parce que lui va mettre l'accent sur le cardio et une pression constante. Comme beaucoup de combattants à l'époque, il vient de la lutte où il était champion national et déjà à l'époque, il était connu pour avoir une condition physique redoutable. Dès qu'il arrive à l'UFC, il fait sensation et arrive rapidement sur les sommets de l'organisation, jusqu'en 2010 où il défie alors le champion actuel, Brock Lesnar. Et lors de l'UFC 121, il va dominer complètement le champion qui était connu pour sa puissance et sa lutte dominante par un TKO au premier round. Et à seulement 28 ans, il devient le nouveau champion poids lourd et tout le monde voit en lui un nouvel athlète révolutionnaire qui va rester au sommet de l'UFC pendant très longtemps. Et ils auront raison, parce qu'il va régner en maître pendant 5 longues années en proposant des combats qui resteront des classiques. Mais ce sont les blessures qui viendront au bout du champion, parce qu'il sera forcé de rester loin de la cage et des tapis d'entraînement. Et lors de son retour, il paraît mal préparé et perd face à Werdum au 3e round, marquant la fin de son règne. Parce que le combattant suivant ne va pas se contenter d'exploser tous les records, mais il va tout simplement s'installer comme étant le GOAT des poids lourds. Il va exploser tous les meilleurs challengers de l'époque. Alistair Overeem, KO. Junior Dos Santos, KO. Francis Ngannou, victoire dominante, et prend par la même occasion le record de défense de titre de la catégorie qui est de 4. Personne ne semble donner de l'adversité à Stipe, tellement c'est un combattant complet. Il mélange parfaitement lutte et striking, avec une excellente condition physique, ce qui lui permet de venir à bout de tous ses adversaires. Enfin presque tous ses adversaires. Cormier, alors double champion de la catégorie inférieure, décide de monter et de le défier. Il l'accepte et le combat prend place lors de l'UFC 226. Mais Cormier surprend Miocic avec un puissant crochet en clinch, le mettant KO dans le premier round. Après cette victoire expéditive, Stipe souhaite reprendre ce qui lui revient du droit et demande une revanche immédiate. Il obtient seulement 1 an plus tard, ce qui lui laisse le temps de se préparer parfaitement à son adversaire. Et comme prévu, il arrive bien préparé et ne se laisse pas surprendre dans les premiers échanges. Mais il commencera tout de même le combat en se faisant dominer parce que Cormier remporte les 3 premiers rounds. Mais sa stratégie de sape à base de coups violents au corps commence à porter ses fruits dans le 4e round et il parvient à capitaliser dessus pour terminer le combat. Et ce combat appelle une fois de plus à une belle pour départager ces deux combattants. Cet affrontement va clore la trilogie et les deux combattants savent que c'est maintenant ou jamais. Ils se montrent très prudents dans les premiers échanges, Miocic utilise son allonge, quant à Cormier, il profite de sa morphologie plus trapue et son style plus explosif pour l'attraper en clinch. Mais dans le 3e round, Miocic blesse Cormier à l'œil, ce qui va marquer un tournant dans le combat. Et il va gagner par décision unanime grâce à son contrôle et ses ajustements stratégiques. À ce moment, il est reconnu comme le plus grand champion poids lourd UFC pour plusieurs raisons. Non seulement il a le plus de défense de titre de la catégorie, mais il a aussi affronté les combattants les plus dangereux de la division. C'est tout simplement le GOAT des poids lourds, jusqu'à la montée en puissance d'un alien, un être humain hors du commun. Et là je pourrais vous faire tout un speech sur la montée en puissance et le parcours incroyable de Francis Ngannou, mais il faudrait faire une vidéo complète à ce sujet. Donc voilà. Francis Ngannou est un combattant idéal pour l'UFC. Il a un parcours incroyable et inspirant, c'est une brute qui combat de manière spectaculaire, il a la même puissance dans ses poings qu'une voiture lancée à 50 km/h. Pour couronner le tout, il combat dans la catégorie reine. Vraiment, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Eh bien, ce statut du visage de l'UFC, Francis il va en prendre conscience. Et forcément, il veut le salaire qui va avec. Et ça, notre cher président de l'UFC, il apprécie pas trop, parce qu'il faut savoir que l'UFC c'est l'organisation qui paye le moins bien. Donc, après de longues négociations, Francis finit par quitter l'UFC, et nous les fans, on passe à côté du plus grand combat de la décennie, du siècle, le fameux Jon Jones contre Francis Ngannou en poids lourd. Mais si c'est une terrible perte pour l'UFC, c'est une renaissance pour Francis parce qu'il va transitionner en boxe anglaise et là-bas les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Parce qu'il va toucher 20 millions de dollars contre 600 000 maximum à l'UFC. Mais le titre des poids lourds UFC reste vacant et deux hommes sautent sur l'occasion pour arracher ce titre, Jon Jones et Ciryl Gane. Pour les Français, c'est une annonce phénoménale. Un Français combat non seulement pour le titre, mais face à la plus grande légende du sport, la superstar américaine Jon Jones. Tout le monde s'emballe, tous les médias en parlent, Ciryl est partout. Mais plus on approche du combat, plus la pression est grande, la tension est palpable, et peut-être que cette tension, ces enjeux et cette pression, c'était de trop pour Ciryl. Jon Jones est opportuniste, il a réussi à capitaliser sur la moindre petite erreur de Ciryl. Celui que beaucoup considéraient comme étant le GOAT est maintenant le champion de la catégorie la plus dominante de l'UFC. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il a réussi à défendre son titre une fois face à Stipe, qui à 42 ans n'a pas su contenir Jon Jones. Et aujourd'hui, beaucoup spéculent pour savoir qui va faire tomber Jon Jones. Beaucoup voient en Aspinal le potentiel de réaliser ce que personne n'a jamais réussi à faire, et même s'il peut provoquer la surprise et éteindre sur un coup, il faut pas oublier qu'il reste jeune et que Jon Jones a quand même fait beaucoup ses preuves dans le milieu et que ça arrive souvent qu'un jeune prospect soi-disant le futur se fasse remettre en place par quelqu'un de plus expérimenté et beaucoup plus solide. Parce que la plupart du temps les grands champions sont en place pour une raison. Néanmoins je pense que Jon Jones va pas rester indéfiniment champion des poids lourds. Je pense qu'il va faire maximum 2 combats avant de prendre sa retraite. Et ça va laisser l'opportunité à beaucoup de nouveaux combattants de prendre la ceinture. Et je pense totalement à Ciryl Gane qui a pour moi le potentiel de devenir champion. En tout cas moi j'aime beaucoup ce combattant et j'espère qu'il va devenir champion de l'UFC.
Bon voilà, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, et elle a pris un peu plus de temps à sortir que d'habitude, parce que ça fait un mois que j'ai rien posté, parce que j'ai combattu la semaine dernière. Et si j'ai pas sorti de vidéo, c'était pour faire la meilleure préparation possible pour ce combat, pour proposer la meilleure performance possible. Et j'ai peut-être en faire une vidéo complète parce que j'ai filmé beaucoup de contenu de la préparation, alors si ça t'intéresse d'avoir une vidéo sur mon premier vrai combat amateur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en plus de ça, sur toute cette préparation, j'ai été équipé par les équipements Mayhem Project, que ce soit les protèges tibia, les gants de boxe ou les gants d'MMA, tout est 100% en cuir et fabriqué à la main, et c'était parfait pour la préparation, ils sont encore en super bêta, c'est vraiment du bon matériel très durable. Donc vous avez un lien avec 10% de réduction dans les commentaires. Et là il y a de très grosses vidéos qui arrivent, d'ailleurs il y a la prochaine vidéo qui va arriver, et pour moi c'est une des meilleures vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a du très lourd qui va arriver, pas forcément que en vidéo, il y aura aussi d'autres projets qui vont arriver. J'adore faire des vidéos YouTube donc ça va enchaîner, des vidéos de plus en plus qualitatives, et plus je sors de vidéos, meilleur je suis dans la création de vidéos. Et si tu veux être averti de tout ce qui va se passer autour de la chaîne, de la marque, et des prochains projets qui vont arriver, tu peux t'inscrire à la newsletter qui est dans la description. Et il y aura des offres de lancement pour tous les prochains projets qui arrivent. Et franchement, ce sont des gros bangers, alors si j'étais vous, je raterais pas ça. Merci à toi si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu fais partie des vrais OG de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de très lourds. À plus.